Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne vais pas être très long. C'est notre dernière séance du cycle. Donc nous attendons tous effectivement pour pouvoir y réfléchir ou en parler ensemble, savoir comment se présente cette dernière conférence. Pour cette conférence, on a choisi le thème de la Libra qui renvoie à un premier débat que l'on a eu sur les monnaies digitales avec le Bitcoin. Et d'autre part, nous avons eu un certain nombre de réflexions sur l'évolution de la finance, sur les taux d'intérêt négatifs, le trou noir, comme on l'appelle Jacques Ninet, du capitalisme financier. Aujourd'hui, sur le Libra et le réveil des banques centrales, c'est un débat qui est à la fois de type économique, politique, mais également citoyen. Pour le traiter devant un public qui est justement curieux et qui n'est pas forcément spécialiste de ces questions, on a fait appel à un jeune collègue qui travaille depuis plusieurs années sur ce thème, Virgile, qui a une formation de sciences politiques. Mais déjà en sciences politiques, il travaille sur un peu. C'était, on peut dire par anticipation, sur ce type de sujet. Et depuis qu'il a sa thèse, il travaille à la fois dans une institution qui s'appelle l'Observatoire de la Finance, qui est à Genève, qui est bien placé là en Suisse pour examiner l'évolution de la finance, n'est-ce pas ? Et également, il travaille avec l'université de Fribourg et en conséquence, qui travaille aussi, qui est secrétaire général d'une association internationale qui a été créée à partir de la Suisse, qui est l'AREF, l'Association sur la recherche, l'enseignement et de l'économie de la finance. Donc, pour toutes ces raisons, Virgile était tout à fait l'homme qu'il fallait pour à la fois compléter les exposés précédents et en même temps nous donner envie de réfléchir sur l'évolution des problèmes qui se posent. Donc je lui laisse tout de suite la parole et on se retrouvera à propos du débat. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour la présentation, Roland. Voilà l'intitulé de ma présentation. Donc la Libra sonne-t-elle le réveil des banques centrales ? Cela sous-entend que les banques centrales étaient peut-être un peu endormies et justement l'idée c'est que la Libra les a réveillées. Donc ma présentation s'inspire notamment d'un rapport qu'on a rédigé et qui est accessible si ça vous intéresse d'approfondir la thématique, notamment la thématique des monnaies digitales de banques centrales. Un rapport donc, qui est en français et en d'autres langues également sur notre site, qui est accessible et téléchargeable facilement à l'adresse www.opsfin.ch si vous voulez approfondir le sujet. Voilà, donc l'idée générale de ma présentation, elle est assez bien résumée par cette citation de M. Benoît Cœuré, qui était au membre du Conseil de la Banque Centrale Européenne, maintenant qui est à la Banque des règlements internationaux à Bâle, et qui disait « Le projet de la Libra est un wake-up call pour les gouvernements et les banques centrales. Il est temps que les régulateurs intensifient leurs réflexions sur la monnaie numérique de la Banque centrale. » Donc effectivement, jusqu'à l'annonce du lancement de la Libra, les banques centrales étaient beaucoup dans l'observation, dans l'expectative. Et depuis qu'il y a eu cette annonce, elles se sont tout d'un coup réveillées de manière tout à fait remarquable. Alors, je vais aborder justement ce tournant dans lequel on se trouve actuellement dans le débat sur la monnaie, entre justement cette initiative qui vient de Facebook de lancer une monnaie privée globale qui s'appelle la Libra, et puis en même temps les réactions des régulateurs et des banques centrales. On est précisément au cœur de ce tournant. Voilà, donc je vais articuler ma réflexion d'abord sur quelques rappels sur la monnaie en général qui permettront, disons, de donner une grille de lecture un peu du phénomène monétaire. Je présenterai dans un deuxième temps un peu plus précisément mon approche, qui est l'approche que j'ai développée dans mon doctorat sur la monnaie. Mon doctorat portait sur la monnaie et la citoyenneté, et puis c'était une relation que j'abordais dans une perspective institutionnaliste et interdisciplinaire. Je dirais 2 mots sur cette approche. Et puis ensuite, j'entrerai plus rapidement dans le vif du sujet avec donc le projet Libra et le risque que fait peser ce projet d'une privatisation de la monnaie. Et en point 4, donc précisément les monnaies digitales de banque centrale, donc abrégé MDBC,
qui n'existent pas encore, mais qui sont pas encore mises en œuvre, mais qui sont des projets qu'ont les banques centrales, précisément pour contrecarrer, si vous voulez, ou reprendre la main sur le contrôle de la monnaie. Voilà, donc tout d'abord, j'aimerais rappeler quelques notions sur la monnaie, simplement, parce que je ne sais pas exactement quelle est votre compréhension de la monnaie. Ce qui est sûr, c'est que la monnaie est un objet qui a suscité énormément de débats. Il y a à peu près autant de définitions de la monnaie que d'auteurs. On peut remplir des auditoires entiers de livres sur la monnaie. Et cette citation du député anglais William Ewart Gladstone résume bien le fait que l'amour lui-même donc n'a pas fait perdre la tête à plus de gens que les ruminations sur l'essence de la monnaie. Donc effectivement, c'est un sujet qui a suscité énormément de controverses en théorie économique. Peut-être un des sujets qui a suscité le plus de controverses. Une des questions qui suscite justement beaucoup de débats, tout simplement, c'est par exemple d'où vient la monnaie. Quand on pose cette question, les gens ne savent pas toujours quoi répondre, mais ce qui est normal parce que l'origine de la monnaie paraît parfois un peu mystérieuse. On ne sait pas très bien d'où ça vient. Alors, la plupart des gens répondent la monnaie, c'est les banques centrales ou les États, tout simplement, qui la fabriquent. Alors, c'est pas faux, mais la monnaie qui est produite par la banque centrale, ça représente moins de 5% de la monnaie. Donc, c'est une toute petite fraction de la monnaie qu'on utilise. La grande majorité de la monnaie était mise en fait non pas par les banques centrales et les États, mais par les banques commerciales, donc par des acteurs privés. C'est le cas par exemple si vous souhaitez contracter un prêt hypothécaire, la banque vous allez peut-être mettre un bien immobilier ou un terrain en nantissement, la banque va vous prêter de l'argent sur ce prêt, et puis tout d'un coup, sur votre compte en banque, vous aurez un montant en euros, peut-être, je ne sais pas, 200 000 euros, 300 000 euros, que la banque aura créé comme ça sur votre compte. Donc elle aura, en fait, à travers le crédit, créé de la monnaie privée, qui est certes garantie et qui fait l'objet d'une régulation, mais c'est quand même des banques privées qui créent l'essentiel de la grande masse monétaire. Voilà, donc ça, cette idée donc, que c'est à la fois les banques centrales et les banques commerciales qui fabriquent la monnaie, si vous voulez, qui émettent la monnaie, ça nous emmène directement dans la première idée, la première notion clé que je voulais mettre en évidence ici, c'est l'ambivalence de la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie n'est ni strictement publique ni privée. Elle appartient donc aux deux, en fait. Elle est ambivalente, elle a un pied à la fois dans le privé et à la fois un pied dans le public. D'ailleurs, quand on regarde à travers l'histoire de la monnaie, on se rend compte qu'il y a toujours eu une lutte, si vous voulez, entre le public et le privé, entre l'État et le marché, sur l'emprise de la monnaie. Il y a toujours eu une sorte de dialectique entre les deux. Et il y a des périodes qui sont marquées par une forte émergence de monnaie privée. On a déjà eu au Moyen-Âge et dans d'autres périodes historiques une concurrence de monnaie privée sur des territoires. On avait des monnaies privées qui étaient de plus ou moins bonne qualité et utilisées par différentes classes sociales. Et puis, avec la construction des banques centrales, la nationalisation des espaces monétaires, on a eu les banques centrales, donc les monnaies nationales qui ont émergé, et puis petit à petit qui se sont imposées avec le cours légal et qui ont créé des monnaies publiques. Mais la monnaie est toujours prise dans ces deux sphères. D'ailleurs, ce qui est intéressant de constater, c'est l'illustration que j'ai mise en bas de cette slide, c'est qu'à l'origine même, quand on regarde les premières pièces de monnaie qui ont été frappées, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, on voit déjà cette ambivalence symboliquement, si vous voulez, marquée sur les pièces, dans le sens où on a sur la pièce de gauche une tête de lion qui symbolise en fait la puissance du roi, la puissance de l'autorité souveraine qui émet la monnaie. Et puis de l'autre côté, en fait, c'est une marque qui a été faite au poinçon qui, en fait, exprime la valeur de cette pièce
Alors là, je ne sais pas exactement quelle était la valeur parce que je ne connais pas ce signe, mais il y avait différentes marques de poinçons en fonction de la valeur. Et on retrouve ça d'ailleurs sur les pièces actuelles des euros, où on a généralement un côté avec la valeur de la pièce et l'autre côté avec un symbole, un symbole d'un état de l'euro. Donc cette ambivalence, elle est même symbolisée sur les pièces. Et elle était déjà à l'origine sur les premières pièces qui ont été frappées. Donc c'est assez intéressant de voir qu'elle a toujours été là en fait et qu'elle est encore là aujourd'hui. Cette conférence sur la Libra, c'est l'illustration aussi de cette ambivalence qui est en train de se redéfinir en fait. La deuxième notion sur laquelle je voulais insister pour bien comprendre la monnaie, c'est sa polymorphie. Dans le sens où, je cite là une petite phrase de Joseph Schumpeter, qui est un éminent historien de la pensée économique, qui disait « Les opinions relatives à la monnaie sont aussi difficiles à décrire que des nuages aux formes changeantes ». Alors là, il parle des opinions de la monnaie, mais c'est valable aussi simplement pour la forme matérielle ou immatérielle de la monnaie, parce que la monnaie a pris des formes extrêmement variées dans l'histoire. Alors là, j'ai mis quelques illustrations. On voit la photo, là, ce sont des monnaies plutôt qui sont parfois appelées... qui sont étudiés par les anthropologues qui sont dans des tribus ou des sociétés plus archaïques. Et puis, on a une illustration de la première lettre de change qui est ici. Voilà. Et puis, là, en dessous, c'est une des premières cartes de crédit, donc Diners Club, qui a été émise... sauf erreur, dans les années 50, qui est aussi une forme de moyen de paiement, une forme de monnaie privée. Donc ça, c'est juste quelques exemples. Évidemment, il y a encore une multitude de formes que peut prendre la monnaie, mais c'est un aspect qui est assez troublant parce que c'est un objet qui est pas privé, qui n'est pas public, qui change de forme constamment. Aujourd'hui, on a le Bitcoin et la Libra qui arrivent. Donc c'est aussi un aspect un peu déroutant sur cet objet qu'est la monnaie. Et puis la troisième notion clé que je voulais mettre en avant, c'est que malgré toute cette diversité, il y a un invariant, si vous voulez, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on peut pas, la monnaie ne peut pas vivre, si on veut, si la confiance n'est pas là. Et alors, il y a différentes formes de confiance. Les travaux notamment de Aglietta et Orléans ont mis en évidence 3 formes de confiance sur laquelle s'appuie la monnaie. Alors, il y a la confiance méthodique qui est c'est tout simplement la pratique routinière des échanges par la monnaie. Quand vous êtes au kiosque ou n'importe où, que vous sortez de la monnaie, vous savez que les autres font la même chose et que donc il y a une sorte de confiance générale que c'est une pratique qui est acceptée, qu'on peut payer avec ces morceaux de papier ou ces pièces de monnaie. La confiance hiérarchique, c'est le fait qu'il y ait une autorité politique, que ce soit la banque centrale ou que ce soit simplement le fait que le gouvernement utilise aussi cette monnaie pour les impôts, par exemple. Donc ça, c'est une forme d'autorité politique qui assoit la légitimité de la monnaie sur un territoire. Et puis il y a la dimension éthique, tout simplement, donc les valeurs et les normes sociales qu'on a tous en partie intériorisées et qui font qu'on sait inconsciemment qu'on est légitime à utiliser cette monnaie. Donc la confiance, l'illustration que j'ai mise sur cette diapositive, c'est une inscription qui figure sur le billet de $1 américain où on peut lire « In God we trust ». Tout simplement, ça marque justement ce besoin de confiance. Et le billet de $1 américain est très fort en symboles, si vous le regardez une fois. Moi, je ne vais pas le détailler ici, mais il y a beaucoup de symboles qui rappellent l'histoire des États-Unis et puis notamment cette confiance dans la nation américaine. Voilà, donc pour résumer cette première partie que je voulais mettre en évidence, c'était 3 idées. Donc la monnaie, elle est ni strictement privée, ni strictement publique. Sa forme change au cours du temps constamment. Alors il y a effectivement une tendance quand même à la dématérialisation, parce qu'on a quand même cette tendance-là à travers l'histoire, mais sa forme change tout le temps. Et puis il y a un invariant malgré tous ces changements, c'est la confiance. La confiance, elle est toujours au cœur de la monnaie. Et c'est valable aussi pour des futures monnaies comme la Libra. On va en parler plus abondamment dans la suite de l'exposé. Mais avant de passer à la Libra, j'aimerais encore dire 2 mots sur l'approche
une approche institutionnaliste et interdisciplinaire que j'ai adoptée dans mon travail de doctorat, puis qui permet d'aller un peu plus loin sur un éclairage justement pas seulement économique, mais aussi sociologique et politologique sur la monnaie. Donc je commence avec simplement une première slide qui résume un peu l'approche qu'on a tous en tête de la monnaie, c'est l'approche finalement des économistes. Alors j'ai mis mythe fondateur de l'approche des économistes, enfin le troc, mythe fondateur de l'approche des économistes, parce qu'on a tous en tête l'idée que finalement la monnaie, son rôle essentiel, c'est de parer aux inconvénients du troc en fait. Parce que évidemment, si on fait du troc, là c'est une illustration d'une scène de troc, une ancienne scène de troc. C'est compliqué parce qu'il y a le problème dit de la double coïncidence des besoins. Si vous avez, je ne sais pas, des tables, que vous avez par exemple plusieurs chaises, que vous aimeriez avoir une table, il va falloir trouver quelqu'un qui a besoin de chaises et puis en même temps qui peut vous donner une table. Donc c'est compliqué de faire des échanges en termes de troc. La monnaie, c'est quoi? La monnaie, c'est justement un équivalent général qui permet de dissocier les besoins des deux parties et qui permet de surmonter ce problème du troc. Donc c'est vrai que c'est magique cette monnaie parce qu'elle permet d'acquérir tout bien de manière libre. Et donc ça c'est l'approche donc des économistes et qui nous explique que donc elle remplit trois fonctions. Cet équivalent général, donc unité de compte évidemment, c'est la même unité pour tout le monde, comme ça on peut exprimer des prix pour tout le monde, un intermédiaire des échanges qui permet donc de réaliser des transactions quotidiennes, et puis une réserve de valeur si vous souhaitez épargner ou conserver de la valeur pour des imprévus ou pour l'avenir. La monnaie remplit aussi cette fonction. Donc, pour reprendre l'expression de John Stuart Mill, la monnaie, en fait, est un lubrifiant des échanges. C'est sa fonction principale. Voilà, donc ça, c'est l'approche des économistes. Mais en fait, ce que j'essaye, moi, de montrer dans mon approche, enfin, mon approche, c'est pas que la mienne, mais dans l'approche que j'adopte dans mon travail, c'est que ça, c'est une fonction qui est réductrice et qui devrait être élargie. Alors, une façon de l'élargir, c'est de se focaliser sur la monnaie comme une institution sociale ou comme un fait social total. Qu'est-ce que ça signifie, en fait? C'est-à-dire que la monnaie, c'est pas seulement, c'est quelque chose de plus large. C'est-à-dire que c'est la société dans son ensemble. Comme on le voyait avant, quand on parlait de la symbolique des monnaies, on voit que sur la monnaie, il y a des symboles de confiance. Il y a aussi souvent la marque de l'autorité souveraine. Alors sur les billets de l'euro, ça peut être la signature de la Banque Centrale Européenne ou ça peut être des symboles de l'identité nationale. Donc quand deux personnes s'échangent de la monnaie, c'est pas seulement entre deux personnes. En fait, comme disait Simmel, qui est un penseur de la monnaie fameux, il disait, en fait, quand deux personnes s'échangent de la monnaie, il y a une tierce instance qui s'immisce au sein de l'échange, c'est la société. Et notamment toutes les normes sociales et puis le symbole des autorités politiques. Une autre idée qui fait que la monnaie est aussi un fait social total, c'est que elle n'est pas née uniquement à travers les marchés, le développement des marchés. Elle n'est pas consubstantielle au développement des marchés. La monnaie, en fait, elle a une antériorité historique au marché, c'est-à-dire qu'elle existait il y a très longtemps. Certaines personnes la font remonter jusqu'à il y a 30 000 ans. Et puis, elle ne servait pas du tout que des fonctions strictement économiques. Elle avait d'autres fonctions sociales, de redistribution, d'échange de statuts, de dons, de contre-dons. Donc la monnaie, elle ne se réduit pas au fonctionnement des marchés. Elle a une antériorité historique. Et puis alors, justement, fonction non marchande, ça c'est les fameux travaux de Polanyi, qui était un penseur et un anthropologue sur la monnaie. Voilà, comme je vous disais, qui montre que la monnaie, donc, non seulement donc, a une antériorité historique, mais aussi des fonctions donc, non marchandes, notamment de redistribution et d'échange, de don contre don. Donc, à partir de cette approche, en fait, la monnaie, on pourrait la définir comme un ensemble d'institutions, de politiques et de règles qui organisent le système des paiements sur un territoire. Donc, c'est une approche beaucoup plus large. Et puis, alors, pour l'aspect interdisciplinaire, on peut aller encore un petit peu plus loin. Voilà. Là, vous avez un extrait justement du livre que j'ai tiré de mon doctorat qui s'appelle « Monnaie et citoyenneté », où j'ai essayé justement de construire cette relation entre monnaie et citoyenneté à partir d'une approche interdisciplinaire.
Et puis je mets en évidence donc 4 dimensions de la monnaie, donc justement cette dimension politique. La monnaie, c'est aussi l'affirmation d'une souveraineté. Dimension symbolique, la monnaie, c'est effectivement, vous le voyez sur les pièces et les billets, c'est un ensemble de symboles qui reflètent une appartenance à une communauté. La monnaie, c'est aussi un langage socio-économique, hein, c'est ce qui nous permet de communiquer dans les échanges. Il faut se rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que dans le passé, il y a eu des périodes historiques où on avait plusieurs monnaies privées qui étaient en compétition et on n'avait pas un même langage monétaire commun. Certaines classes sociales plus basses avaient des monnaies de mauvaise qualité, et puis les rois ou les princes avaient des monnaies de bonne qualité. Il y avait des taux de change très variables, et puis donc il y avait une forte hétérogénéité monétaire. Avec aujourd'hui, heureusement, bon voilà, on a progressé, on a tous la même monnaie qui a la même qualité sur un territoire. Et puis il y a la dimension psycho-affective dont je n'ai pas parlé, mais évidemment, la monnaie, elle, comme je le disais au début de cette présentation, elle mobilise beaucoup la confiance, mais elle peut mobiliser aussi d'autres émotions comme la peur ou la méfiance. Si on a l'impression que le bout de papier qu'on a entre les mains n'est pas tout à fait de bonne qualité, on va s'en méfier. Et puis dans les crises financières, dans les moments de panique, évidemment, la monnaie perd sa valeur, et puis il y a des émotions la confiance disparaît, elle cède le pas à la défiance, et la monnaie perd son rôle d'équivalent général. Voilà, donc ça c'était l'introduction pour, avoir une grille de lecture qui, à mon avis, permet de réfléchir de manière plus pertinente sur les nouveaux phénomènes monétaires comme la Libra. Donc j'y viens maintenant. Voilà, donc la Libra, je pense qu'on avait déjà tous entendu parler. Donc, l'annonce, c'est un projet qui est porté par un géant du web, donc Facebook, qui a annoncé l'année passée, donc le 18 juin 2019, qu'il avait le projet donc de créer une monnaie digitale globale qui s'appelle Libra. Donc, elle n'existe pas encore. Pour l'instant, c'est encore un projet. Et puis, alors, si on examine la mission que s'est fixée la Libra. La mission de Libra est le développement d'une devise et d'une infrastructure financière mondiale simple au service de milliards de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre là? En fait, le but apparemment, c'est l'inclusion des personnes, sans compte bancaire, des personnes qui n'auraient pas accès aux services financiers. Parce qu'effectivement, le système Libra fonctionne sans compte bancaire. Donc ça, c'est un extrait du livre blanc, donc, qui est accessible sur Internet. C'est le livre blanc qui a été rédigé par les fondateurs de Libra et qui explique à quoi sert en fait ce projet. Et donc ça, c'est la mission qui figure en bonne forme dans ce document. Alors évidemment, on va s'interroger après sur le bien fondé de cette mission, mais c'est en tout cas voilà ce qui projette. Et en parcourant ce livre blanc, on constate en fait que qu'il y a un discours à très forte connotation éthique dans ce livre blanc sur le rôle de la Libra. Ils nous disent par exemple « Nous sommes convaincus qu'une devise mondiale et une infrastructure financière doivent être conçues et régies comme un bien public. » Donc voilà, donc on a l'impression qu'effectivement la Libra a été créé en fait pour le bien commun et pour sauver l'humanité, ou pour sortir en tout cas les gens qui n'ont pas accès aux moyens de paiement de cette situation. Ils nous disent également que nous sommes convaincus que le développement de l'inclusion financière, le soutien des intervenants éthiques et la défense continue de l'intégrité de l'écosystème relèvent de notre responsabilité commune. Donc beaucoup de bonnes paroles dans ce document sur lesquelles on va revenir. Alors, 2 mots sur donc la philosophie du projet. Enfin, en fait, oui, cette philosophie que je viens de vous exposer, cette connotation éthique, on la retrouve un peu dans la philosophie du projet au niveau de la symbolique. Là, vous avez le logo de la Libra. Alors, Libra, à l'origine, c'était une unité de poids dans la Rome antique. Mais évidemment, on aura tous remarqué que Libra est très proche du mot libre. Donc, il y a cette idée de liberté. Et puis, les vagues que vous voyez sur ce logo, finalement, symbolisent
la fluidité, un monde sans frontières, où on s'affranchit finalement des territoires grâce à cette devise. Donc là, on retrouve un petit peu aussi le rêve ou l'utopie en fait d'autres crypto-monnaies dont vous avez déjà entendu parler ici, notamment le Bitcoin, qui visait justement donc à pallier en fait les inconvénients et la lourdeur de la monnaie bancaire et avoir une devise globale qui soit fluide à travers qui traverse les territoires, accessible à tout le monde. Donc on rejoint un petit peu cette idée-là. On retrouve sur le site de la Libra des photos, donc comme vous le voyez là, de personnes qui sont plutôt de pays, par exemple là d'Afrique, avec les vaguelettes. Donc sous-entendu que ces personnes-là pourront utiliser la Libra et puis seront beaucoup plus libres en fait dans leur vie financière. C'est aussi on retrouve dans ce document aussi un discours qui est évidemment ciblé sur les nouvelles générations. Par exemple, on voit cette phrase, donc envoyer et recevoir de l'argent sera aussi facile que d'envoyer un message à vos proches ou à des commerces. Donc il y a cette idée que Libra, elle s'adresse aussi à des générations qui sont nées avec Facebook, qui ont l'habitude des réseaux sociaux et qui recherchent une expérience en fait de paiement qui est différente. Ils n'ont pas envie d'aller forcément à la banque, ouvrir un compte et signer des documents pendant 1 heure, mais ils aimeraient depuis leur téléphone portable, en quelques clics, accéder à un service de paiement qui soit digital et qui n'implique pas des lourdeurs ou des coûts. Alors il y a cette idée que ces nouvelles générations qu'on appelle les millennials ou les générations grecques sont aussi le public cible de cette nouvelle devise. Alors, si vous voulez savoir comment utiliser la Libra, bon, ça n'existe pas encore, on ne peut pas vraiment répondre, mais en gros, il y aura une application qui s'appelle Calibra. Donc là, vous avez le logo de cette application. Calibra, c'est une filiale, en fait, qui a été créée par Facebook et qui est chargée qui a créé le logiciel, si vous voulez, qui vous offrira le portefeuille électronique sur votre téléphone portable qui permettra d'utiliser la Libra. Donc ce logiciel Calibra, il sera disponible sur l'Apple Store, sur Google Play, et puis dans des applications filiales de Facebook comme WhatsApp, Messenger ou Instagram, on pourra utiliser cette application Calibra pour faire des paiements. Voilà, donc pour l'instant, en tout cas, c'est les informations qu'on a à partir de ce livre blanc. Évidemment que je pense que si ce projet voit le jour, le cercle, le champ va s'élargir, le champ d'utilisation va s'élargir. Alors, si on regarde, disons, Libra, c'est un projet particulier parce que c'est un réseau. Le porteur du projet a une force de frappe quand même importante. Si on regarde Facebook, les chiffres qu'on retrouve, c'est à peu près 2,5 milliards de membres actifs. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a 2,5 milliards qui vont utiliser la future Libra, mais s'il n'y en a qu'un cinquième qui l'utilisait, donc ça ferait 500 millions, c'est déjà plus que la population de la zone euro. Donc ça peut très vite, si ce projet prend, ça peut très très vite atteindre une masse extrêmement importante. Et donc l'impact de ce projet monétaire peut être très très vite important sur les politiques monétaires, sur le système monétaire global dans l'ensemble. Sans compter que dans ce projet Libra, il y a des partenaires. On va voir la liste tout à l'heure, mais il y a à peu près 28 partenaires fondateurs. Maintenant, certains ont quitté le bateau, mais il y a des partenaires qui vont également encourager, évidemment, leurs clients à utiliser la Libra. Donc, le cercle des utilisateurs, comme je disais tout à l'heure, va s'élargir progressivement au développement du projet. Le but étant, à la fin, évidemment, de créer une sorte de référence incontournable de paiement en ligne. La Libra devrait devenir, en fait, le paiement incontournable en ligne. C'est quelque chose de pratique. On a ça sur son portable. Les jeunes connaissent ça. Donc, c'est comme ça qu'il est prévu que ça prenne. Si on regarde une carte, bon, c'est une carte qui date un peu qui date de janvier 2018, mais on voit, disons, l'étendue géographique de l'utilisation de Facebook. Donc on voit évidemment que c'est un projet global. Certains pays ont interdit Facebook, par exemple donc, la Chine,
le Pakistan, le Bangladesh ou l'Indonésie et je crois l'Iran également ont interdit Facebook. Donc dans ces pays-là, ça sera pas possible vraisemblablement de l'utiliser. Ce qui pose aussi question par rapport à cette mission affichée de l'inclusion financière, parce que beaucoup de ces populations qui n'ont pas accès à un compte bancaire sont dans ces pays. Donc eux, ce ne sera pas possible vraisemblablement de leur donner un accès à la Libra et donc de jouer ce rôle d'inclusion financière. On peut aussi également se poser la question par rapport à cette mission d'inclusion financière qui se sont attribuées, par rapport aussi à l'utilisation du téléphone portable, parce que la Libra nécessite aussi un téléphone, pas seulement un téléphone portable, mais un smartphone. Donc on ne peut pas l'utiliser avec un simple portable, il faut un smartphone. Et pour beaucoup de populations qui vivent dans des régions rurales pauvres, un smartphone est tout simplement trop cher. Et voilà, ils ne vont pas non plus peut-être savoir forcément comment l'utiliser. Donc là aussi, on peut émettre des réserves sur ce projet d'inclusion financière. Et puis aussi, beaucoup de ces populations rurales, finalement, n'ont pas intérêt forcément à utiliser la Libra, qui est une devise globale, qui serait une devise globale. Eux, ils font souvent des paiements, enfin des achats locaux, si vous voulez, avec la devise locale. J'ai de la peine à voir quel serait l'intérêt pour eux d'acheter un smartphone et de payer en Libra des transactions qu'ils font sur un marché local. Et ce serait plus simple d'utiliser la monnaie locale. Donc cette mission d'inclusion financière qui sont fixées, elle est quand même sujette à caution et on peut se poser un peu des questions sur si ce n'est pas un effet, disons, marketing ou relations publiques de ce projet. Alors, maintenant, je vais aborder un peu plus les différences avec les autres crypto-monnaies pour aller plus dans le vif du sujet sur les spécificités de la Libra par rapport notamment au Bitcoin que vous connaissez peut-être davantage. Donc, au niveau de la théorie monétaire, c'est un grand mot, mais du fonctionnement de ce système. Donc la Libra, la particularité, c'est que c'est le nom d'un panier de monnaie officiel. C'est-à-dire qu'en fait, la Libra, elle est garantie par des monnaies officielles, que ce soit comme le dollar ou le yen, des grandes monnaies qui sont dans un panier. Et puis en fait, il y a toujours des réserves de ces monnaies officielles qui sont là pour, si vous voulez, la devise Libra est toujours adossée à un panier de réserves. Donc, il n'y a pas de création monétaire comme avec une banque, par exemple. Il n'y a pas d'émission monétaire. Il y a toujours une réserve qui permet de faire face à d'éventuelles demandes de conversion. Donc, ça, c'est le mécanisme qui permet notamment de stabiliser le cours de la Libra. Parce que l'un des problèmes qui fait que le Bitcoin n'est jamais vraiment devenu une monnaie qui répandue et utilisée dans les paiements, c'est que son cours fluctue beaucoup trop. Qui veut utiliser le Bitcoin si son cours passe du simple au double en quelques semaines? C'est pas très pratique pour aller acheter sa baguette de pain. Donc là, ils ont créé ce qu'ils appellent un stablecoin. Bon, ils disent que c'est... Donc la Libra, elle n'est pas un type classique de crypto-monnaie, c'est un stablecoin, parce qu'elle comprend des mécanismes de stabilisation, notamment donc ce panier de monnaie qui permet de stabiliser le cours. Alors, vous n'aurez pas la garantie que le cours soit toujours le même, mais il devrait osciller très peu dans des fourchettes très faibles. Ça, c'est la garantie, c'est ce qu'ils annoncent en tout cas dans leur livre blanc, de réduire la volatilité. Et c'est ce qui devrait permettre à la Libra de devenir vraiment, de créer de la confiance, justement, pour que les populations acceptent de l'utiliser pour faire des paiements quotidiens. Et puis, la convertibilité de la Libra, donc elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez entrer et sortir sans problème, il n'y a aucune restriction. Donc, ces caractéristiques sont tout à fait différentes du Bitcoin, et elles sont là pour stabiliser et pour créer la confiance. Un autre aspect qui est important, c'est l'aspect technologique, et qui est très différent du Bitcoin. Le Bitcoin, vous aviez une blockchain donc, qui était ouverte. Ça veut dire que en fait, tout le monde peut participer au réseau,
tout le monde peut même devenir mineur s'il le souhaite, donc ça veut dire valider les transactions et obtenir une rémunération. Donc c'est un réseau qui est ouvert, accessible à tous. Avec la Libra, c'est différent, c'est un système privé qu'on appelle aussi permissionné. Ça veut dire que le contrôle du réseau est réservé à un consortium. En l'occurrence, là, c'est 28 grandes entreprises. C'est eux qui contrôlent le réseau. Et donc, ce n'est pas du tout un système ouvert à tout un chacun. Et ça, c'est une philosophie donc, complètement différente des fondateurs du Bitcoin qui, eux, voulaient une sorte de système un peu utopique, démocratique, qui permettrait donc de contourner le système officiel. Là, on a un système qui est beaucoup plus élitiste, si on veut, et beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus centralisé. Et puis, le troisième aspect qui est évidemment complètement différent aussi avec le Bitcoin, c'est au niveau de la gouvernance et du modèle économique, puisque là, dans le cas du Bitcoin, on n'a pas de tiers de confiance. Donc, en fait, on a un réseau décentralisé. Dans le cas de la Libra, on a une institution centrale qui s'appelle précisément l'association Libra, donc qui est basée à Genève, qui est une association à but non lucratif. Enfin, c'est comme ça qu'elle est enregistrée. Et donc, elle est, en tant que telle, elle est d'ailleurs pas accessible aux régulateurs. Elle n'est pas une institution financière, donc elle n'est pas sujette en fait à la réglementation financière. Et les membres fondateurs, les 28 membres, sont dans cette association. Mais c'est pas réservé, c'est pas accessible à tout le monde parce qu'il faut mettre une mise donc de 10 millions de dollars. Ça, c'est l'une des conditions, mais il y en a d'autres qui sont encore plus restrictives pour faire partie de cette association. Donc, vous voyez, c'est un système qui est alors un mécanisme stabilisé, mais un système qui est très centralisé et très élitiste, et qui est surtout porté par une entreprise comme Facebook, donc qui a une vocation lucrative et qui a une portée, une force de frappe énorme. Voilà, donc ça, c'est les 28 membres fondateurs donc, de cette association Libra. Donc on retrouve, donc Facebook, évidemment, est l'un des membres fondateurs. On retrouve d'autres entreprises comme Visa, Mastercard, PayPal, Spotify, Uber, eBay et d'autres qui font partie de ce réseau. Alors, ces membres fondateurs, ils apportent non seulement ils apportent des compétences, parce que souvent, c'est des spécialistes des paiements, comme Mastercard ou PayPal, mais ils apportent aussi, évidemment, des clients potentiels à l'avenir, si cette devise globale démarre. Ils apportent beaucoup de différentes choses, et c'est eux qui doivent garantir le succès du projet, et puis assurer donc la gouvernance de cette devise globale. Alors, maintenant, concernant les risques et les enjeux liés à la Libra, donc, en ce qui concerne les risques strictement économiques, il y en a plusieurs. Je ne vais pas trop développer, mais je vais les expliquer en quelques mots. Mais tout d'abord, il y a un risque, évidemment, de liquidité. Bon, dans le sens où, enfin, en théorie, il n'y en a pas, parce qu'ils disent qu'ils gardent des réserves suffisantes. Donc, ça veut dire que si vous voulez convertir vos Libras en euros, par exemple, ils prétendent donc qu'il y aura toujours assez de réserves pour faire face aux demandes de conversion. Mais, en même temps, dans le livre blanc, il y a d'autres indications qui peuvent laisser penser qu'à long terme, cette réserve à 100% pourrait diminuer. Et puisqu'ils nous disent que en fait, ils aident au début, ils donnent des réserves à 100% au début, mais que si le projet démarre et est solide, peut-être que ces réserves, après, vont diminuer, que ce ne sera plus du 100%. Et dans ce cas-là, on a un risque, parce que si, effectivement, tout d'un coup, il y a un phénomène de panique ou de peur ou je ne sais quoi, et tout le monde demande la conversion de ces Libras en même temps, et ben, le cas pourrait se poser que l'association ne pourrait pas faire face à ces demandes de conversion. Après, il y a des risques au niveau macroéconomique, parce que si plusieurs pays adoptaient la Libra, notamment des grandes économies, ça fonctionnerait, ça engendrerait une contrainte sur la politique monétaire des États. On parle d'un effet similaire à ce qu'on appelle la dollarisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en gros, ça réduit la marge de manœuvre des banques centrales en termes de politique monétaire. Il y a bien sûr un risque de change que j'ai déjà évoqué, parce que même s'il y a des mécanismes de stabilisation du cours de la Libra,
ce change va quand même fluctuer au sein d'une fourchette qui est assez réduite, mais qui va fluctuer. Donc il se peut que vous n'ayez pas toujours le même cours de conversion avec votre Libra. Il y a un risque de soustraction fiscale. On ne peut pas exclure que, surtout si ce système n'est pour l'instant pas régulé, enfin au début pas régulé, il y a des possibilités qui soient utilisées comme d'autres crypto-monnaies pour se soustraire à la fiscalité. Et puis il y a un risque d'instabilité financière. Si une crise financière devait arriver, est-ce que ce système Libra aggraverait encore la crise financière avec des mouvements de panique ou des conversions massives? Donc là, il y a aussi un risque d'une aggravation de l'instabilité financière. Ça, c'est les risques, disons, strictement économiques qui sont généralement mis en évidence, mis en exergue, notamment par les banques centrales qui se sont maintenant beaucoup penchées sur la Libra et les régulateurs. Après, il y a des enjeux plus larges qui dépassent le champ économique, mais c'est des enjeux plutôt politiques et sociaux liés à la Libra. Bon, là, j'ai reproduit une citation de Christine Lagarde qui nous dit donc que la présence croissante des géants de la technologie va affecter le paysage financier. Ces entreprises utilisent leur immense base de clientèle et leur vaste réseau pour proposer des produits financiers basés sur le big data et l'intelligence artificielle. Donc là, c'est effectivement l'enjeu massif des données dont tout le monde parle en fait en ce moment. Et ça, c'est un enjeu sérieux aussi pour la Libra, puisque Facebook, comme vous le savez, Facebook s'est déjà illustré dans le passé par une gestion parfois abusive des données des utilisateurs. Donc on ne peut pas dire que la confiance soit au rendez-vous vis-à-vis de cette entreprise au niveau de la gestion de nos données. Et évidemment, on peut s'interroger, est-ce que ce projet de Libra, est-ce que c'est un levier de plus pour extraire nos données et pour les utiliser à des fins commerciales? Donc la monnaie, est-ce que c'est justement ce projet de monnaie, est-ce que c'est un levier d'extraction des données? Est-ce qu'elle est là, finalement, cette Libra, pour renforcer, pour approfondir encore la domination économique de Facebook? C'est un peu ça la question qu'on se pose. Parce que Facebook, donc, ils ont déjà effectivement une tendance à nous épier avec 52 000 indicateurs de profilage individuel. En 2017, ils ont récolté environ 40 milliards de dollars de recettes grâce au marketing ciblé permis par des données personnelles. Et puis évidemment que s'ils arrivaient à mettre sur pied un système de paiement avec la Libra, il y aurait la possibilité, même si évidemment ils s'en défendent, mais il y aurait la possibilité d'une exploitation encore plus fine de nos habitudes, de nos données. Et évidemment que ça pourrait renforcer encore leur modèle économique et leur domination. Et donc ça pose la question aussi du capitalisme de surveillance dont on parle beaucoup. Il y a des ouvrages assez fameux qui ont été publiés sur le sujet, c'est-à-dire, est-ce que ces géants de la tech qui ont accès à toutes ces données, est-ce qu'on se retrouve prisonnier, est-ce qu'on est les dindons de la farce? En fait, on se retrouve prisonnier de ces réseaux. Et puis, est-ce que cette Libra va encore aggraver le problème? Donc l'autre enjeu, évidemment, massif qui se pose au niveau du système monétaire, c'est la privatisation de la monnaie. Parce que, évidemment, aujourd'hui, le cash tend tout de même à disparaître, même s'il y a de fortes variations entre les États. Par exemple, en Suisse, c'est vrai que le cash est encore très utilisé. Et puis, il y a des fortes variations culturelles. En Suède, par exemple, il n'y a pratiquement plus de cash. Donc, on est dans une société pratiquement sans cash. Je crois qu'en France, ça diminue aussi beaucoup. Il faut savoir que le cash, donc, c'est de la monnaie banque centrale, donc c'est de la monnaie publique. Hein. C'est le seul lien que vous ayez direct avec la banque centrale, si on veut. Toutes les autres formes de monnaie digitale, c'est des monnaies privées, hein, que ce soit Mastercard ou n'importe quoi, ou les cartes de débit, c'est toutes des monnaies qui sont émises par des banques commerciales, et donc c'est de la monnaie privée. Donc, on s'achemine quand même vers une société sans cash dans beaucoup de pays. Et donc, les banques centrales sont quand même marginalisées dans cette évolution. Et donc, ça pose aussi la question de la souveraineté des États et puis de l'accès au cours légal. Parce qu'effectivement, le cours légal,
Donc le cash à cours légal, c'est la garantie que la monnaie, c'est garantie par la Banque centrale que la monnaie, elle sera acceptée partout où vous voulez l'utiliser. Elle sera acceptée comme moyen de paiement. Par exemple, la Libra évidemment pour l'instant, bon, elle n'existe pas, mais elle n'aura pas cours légal probablement. Enfin, c'est pratiquement, c'est très probable. Et donc, il se posera la question, est-ce qu'elle sera toujours acceptée comme moyen de paiement? Est-ce que je peux avoir confiance qu'elle sera vraiment acceptée comme moyen de paiement partout où je vais? Et puis, donc, donc ça c'est un des enjeux. Et puis la protection des consommateurs, parce que comme on en a parlé, il y a beaucoup de risques qui sont associés avec la Libra et qu'on n'a pas, par exemple, avec la monnaie, avec le cash. Par exemple, le cash, donc la monnaie banque centrale, il n'y a pas de risque de crédit parce que la Banque centrale, elle peut pratiquement pas faire faillite. Elle a toujours des réserves pour faire face à des tensions ou à des problèmes. Elle peut toujours injecter des liquidités. Donc on n'a pas ce risque-là. Mais en période de crise financière, les banques peuvent faire faillite. Ou on pourrait imaginer que le projet Libra ou l'association Libra pourrait avoir des problèmes ou faire faillite. Et donc là, il y a un problème, un risque de crédit, si vous voulez. Ensuite, protection des consommateurs, c'est évidemment ce dont on parlait aussi, les données. On n'a pas la garantie pour l'instant que nos données seraient véritablement protégées. Souveraineté des États, donc c'est évidemment ce que a abondamment souligné Bruno Le Maire dans les médias. Donc c'est effectivement la souveraineté des États dans le sens où si vraiment ce type de projet se développe et qu'on a une privatisation de la monnaie, une marginalisation des banques centrales, c'est quand même un des attributs de la souveraineté de l'État qui est battu en brèche. Et donc c'est un instrument de gestion macroéconomique qui pourrait être diminué, affecté. Et donc ça, c'est un enjeu aussi très important lié à cette privatisation de la monnaie. Et puis, alors évidemment, se pose la question de la confiance avec la Libra. Comme je le disais, Facebook s'est déjà illustré par le passé avec une utilisation abusive des données. Et puis là, dans le cas de la Libra, Facebook nous dit donc dans le livre blanc que les données financières récoltées par la filiale Calibra seront séparées des données sociales de Facebook. Mais évidemment, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Parce que là, c'est ce qu'ils nous disent, mais on est obligé de leur faire confiance. Et ça, c'est pas sûr que cette séparation dont ils nous parlent entre Facebook Libra et Calibra soit tenue à l'avenir. Et puis plus largement, est-ce que la monnaie, pour en revenir à des considérations plus générales sur la monnaie, est-ce que la monnaie gérée par un géant de la tech comme Facebook, est-ce que c'est qui a quand même pour objectif principal le profit, est-ce que c'est compatible avec la monnaie qui est quand même un bien commun? On dépend tous de la stabilité de la monnaie. Quand il y a des problèmes monétaires, que ce soit par exemple une grave inflation, on est tous très affectés par les perturbations monétaires. S'il y a par exemple les crises d'hyperinflation, c'est le prix de votre baguette de pain qui double du jour au lendemain. Donc si la monnaie commence à être perturbée, on est tous globalement très affectés par ça. Donc ça devrait être considéré comme un bien commun. Et est-ce qu'une entreprise comme Facebook est à même de gérer la monnaie pour le bien commun ou pour le bien public, comme ils le disent dans le livre blanc? Alors, en tout cas, il y en a un qui a une réponse très claire, c'est le prix Nobel, donc Joseph Stiglitz, qui nous dit que, c'est une citation un peu longue, mais il nous dit « En seulement quelques années, Facebook est toutefois arrivé à susciter un niveau de suspicion que le secteur bancaire a mis beaucoup plus longtemps à atteindre. À maintes reprises, confrontés à un choix entre les profits et leurs promesses, les dirigeants de Facebook ont choisi l'argent. Or, rien n'est plus une question d'argent que la création d'une nouvelle monnaie, et seul un imbécile pourrait confier à Facebook son destin financier. » Voilà, donc une réponse assez claire de la part de Stiglitz. Mais c'est vrai que depuis l'annonce du projet Libra, vous aurez vu dans la presse les réactions des banques centrales et des régulateurs. Il y a vraiment eu une levée de boucliers. Et en France, Bruno Le Maire l'a fait de manière extrêmement claire. Forte opposition des régulateurs dans le monde. Mark Zuckerberg s'est retrouvé donc au Congrès à répondre à des questions agressives de la part des membres du Congrès. Donc on peut parler vraiment d'une crise de confiance de ce projet
qui a d'ailleurs donné lieu à le départ de plusieurs membres fondateurs, notamment PayPal, Visa, Mastercard et eBay, qui ont quitté le projet. Donc, vous voyez que c'est pas gagné, c'est pas encore gagné. Ce projet n'est pas encore sur pied et il y a de grosses difficultés pour l'instant à surmonter. Donc, pour conclure sur cette partie, je dirais l'inclusion financière, est-ce un alibi? Donc, ce qu'on a vu dans le livre blanc, cette mission qu'annonce la Libra, on peut se demander si ce n'est pas un alibi finalement, et que le véritable objectif, c'est concurrencer les banques et approfondir la domination commerciale de Facebook, et que nous, les utilisateurs, on serait un peu les dindons de la farce avec nos données, parce qu'on enrichirait finalement ce groupe en laissant nos données se faire utiliser. Bon. Et puis au-delà, c'est des risques économiques, politiques et sociaux, et un risque de privatisation de la monnaie, d'une fragmentation du système monétaire, si on veut. Alors face à tous ces problèmes, quelles sont les réponses que pourraient apporter les États? Ça, c'est la partie suivante de mon exposé. Il y a deux pistes, en fait, qui peuvent être entreprises en même temps. Elles ne sont pas du tout exclusives. Une première piste, c'est la réglementation, qui est évidemment, ils sont en pleine discussion pour savoir comment réglementer ça. Et puis une autre piste, ce serait l'innovation. Et là, c'est précisément la possibilité d'émettre des monnaies digitales de banque centrale. Donc je vais me concentrer, moi, sur cet aspect-là dans la suite, parce que c'est un aspect qui est intéressant et sur lequel on a rédigé ce rapport, et puis qui pourrait permettre de reprendre un peu le contrôle public, si on veut, sur la monnaie. Voilà, donc tout simplement, qu'est-ce qu'une monnaie digitale de banque centrale? Donc, je précise d'abord que ça n'existe pas encore, ça a été testé dans un pays, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, donc, de manière générale, c'est plutôt des projets qu'ont les banques centrales, des études. Mais au niveau de la définition, c'est très simple en fait, c'est du cash, mais transféré au niveau digital. Donc, l'accès est universel, il est émis par la banque centrale, la transmission se fait en direct, de pair à pair, sans passer par un compte bancaire. Et puis c'est sous une forme digitale. Donc ce qui est important là, c'est que c'est émis par la banque centrale. Donc à la différence de si vous utilisez des moyens de paiement, des cartes de débit ou des cartes de crédit digitaux, c'est pas de la monnaie banque centrale, donc c'est de la monnaie privée. Là, c'est de la monnaie vraiment garantie par la banque centrale, donc c'est vraiment comme du cash physique, mais transféré sur votre smartphone. Et puis, alors, si on compare donc MDBC, donc monnaie digitale de banque centrale, elle est au centre de ce diagramme. C'est pour comparer cette nouvelle forme de monnaie avec les autres formes de monnaie existantes. Vous voyez, par exemple, il faut que je remette la flèche, voilà, la monnaie fiduciaire, donc celle que vous utilisez, donc le cash physique. Donc, lui, il est émis par la banque centrale. Et puis, son accès est universel. Tout le monde y a accès, mais par contre, évidemment, il n'est pas électronique. Donc, il se situe là. Donc, il réunit deux caractéristiques sur les trois. Si on prend, par exemple, la monnaie scripturale de banque commerciale, donc ça, c'est justement, par exemple, l'argent que vous avez sur votre compte bancaire. Donc, c'est l'argent créé par les banques ou par les instituts de crédit. Donc, ça, c'est bien de la monnaie électronique, digitale. Et puis, l'accès est universel. Mais par contre, elle n'est pas garantie par la Banque centrale. Donc ça réunit effectivement deux de ces caractéristiques. Puis on prend la troisième forme de monnaie qui existe, c'est la monnaie de réserve de Banque centrale. Alors là, ça, c'est une monnaie que nous, on ne connaît pas parce qu'on n'y a pas accès, mais c'est la monnaie que les banques utilisent entre elles et puis dans leur relation avec la Banque centrale. Donc c'est de la monnaie qui est émise par la Banque centrale et qui est électronique. Mais nous, en tant que simple citoyen, si vous voulez, on n'y a pas accès. Alors, la monnaie digitale de banque centrale, justement, c'est qu'elle permet de réunir ces trois caractéristiques. Donc, elle est à la fois émise par la banque centrale, et donc il y a toutes les garanties qui vont avec. L'accès serait universel, donc on pourrait tous l'utiliser. Et puis, ce serait sous un format digital. Alors, on peut se demander, mais pourquoi lancer encore une nouvelle forme de monnaie? Quelles sont les motivations finalement des banques centrales à vouloir lancer une monnaie digitale de banque centrale? Alors, il y en a plusieurs qu'on retrouve dans les rapports sur le sujet. Notamment, proposer une alternative fiable aux crypto-monnaies privées.
puisque les crypto-monnaies posent tous ces risques, et notamment le Bitcoin, les risques d'instabilité du cours, par exemple. Toute la spéculation qui est faite sur certaines crypto-monnaies pose des risques. Donc là, on proposerait une alternative publique qui serait fiable à ces crypto-monnaies. Donc là, le but, c'est un peu d'endiguer ou de freiner ces crypto-monnaies et de proposer quelque chose de plus solide. Limiter les menaces à la stabilité et l'intégrité du système financier, parce que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont servi évidemment à des trafics illicites sur Internet. Garantir un accès au cours légal sous forme électronique, parce qu'encore une fois, si le cash physique disparaît, finalement, on n'aurait plus accès vraiment au cours légal. Et là, une monnaie digitale de banque centrale permettrait de pérenniser l'accès des citoyens au cours légal. Et ça, de nouveau, c'est une garantie, c'est une sécurité pour les citoyens en termes de risque de crédit, notamment. Voilà, je l'ai dit dans le point suivant, donc aucun risque de crédit. Anonymat, confidentialité, parce que c'est aussi un système, s'il était émis par la Banque centrale, qui permettrait, en tout cas pour des montants de faible niveau, de garantir des paiements anonymes comme le cash physique. Donc ça, c'est un avantage aussi. Et puis maintenir un lien. Oui, voilà. Bon, ça c'est les banques centrales. Elles aimeraient aussi précisément parce que si le cash disparaît, elles n'auront plus de lien direct avec les populations. Et avoir une monnaie digitale des banques centrales, ça permettrait de pérenniser ce lien entre banque centrale et citoyens à travers une forme monétaire qui serait la monnaie digitale de banque centrale. Alors, on retrouve d'autres motivations qui poussent les banques centrales à vouloir développer cette monnaie digitale des banques centrales, notamment aussi réduire le coût du cash, parce qu'évidemment, le cash a un coût, hein, il doit être fabriqué, donc il doit être designé, fabriqué, produit, il doit être stocké, transporté, il doit être détruit, tout ça a un coût important. La gestion du cash par les banques commerciales, quand vous allez retirer du cash dans les distributeurs automatiques, ça a aussi un coût important. Et puis pour nous, les utilisateurs finaux, il y a des coûts monétaires et non monétaires. Hein. Des fois, on est obligé de se déplacer pour aller chercher du cash et tout ça. Ça fait partie des coûts non monétaires. Et donc, et puis il y a aussi le coût écologique du cash dont on ne parle pas beaucoup, mais enfin le cash, c'est aussi évidemment du papier et de l'encre. Et si on avait une monnaie digitale des banques centrales, on pourrait donc réduire le coût du cash. Donc ça, c'est une des motivations. D'autres motivations, c'est par exemple des gains d'efficacité, puisque pour les paiements en ligne, par exemple, une monnaie digitale des banques centrales permettrait d'avoir un système plus fiable, et puis peut-être aussi des commissions moins importantes. Donc ça pourrait être aussi des paiements moins onéreux, un système de paiement moins onéreux pour les utilisateurs. Ça a aussi des avantages pour les gouvernements, potentiellement. Lutte contre blanchiment d'argent et financement du terrorisme, parce que ce système permettrait donc un traçage des paiements. Donc l'idée, ce serait que les paiements seraient anonymes pour des petits montants. Pour des montants importants, il y aurait la possibilité, mais ça nécessiterait probablement une décision de justice, de mener une enquête, une investigation pour tracer l'origine du paiement suspect, par exemple. Et puis, par exemple, au niveau de la perception de la TVA, si on pouvait réduire le cash, puisque c'est à travers le cash qu'on échappe qu'on peut échapper à la TVA. En Suisse, ça représente, bon, là j'ai des chiffres pour la Suisse, mais en France, je ne sais pas combien ça représente exactement, mais il y a certainement aussi un trou de la TVA. En Suisse, c'est estimé à environ 1 milliard. Bon, si on peut réduire une part de ce trou de la TVA, c'est aussi un avantage pour les gouvernements. Et puis, alors, on retrouve aussi cette motivation chez les banques centrales de favoriser l'inclusion financière, puisque voilà, il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès à des comptes bancaires, mais qui possède donc un téléphone portable. Et puis là, une monnaie digitale de banque centrale pourrait se faire aussi sans compte bancaire. Et puis là, il y aurait toutes les garanties publiques derrière. Et ce serait un système qui serait interopérable. Ça veut dire qu'on pourrait l'utiliser, il serait compatible avec tous les autres systèmes de paiement. Parce que le problème qui se pose, par exemple, dans certains pays d'Afrique, c'est que vous avez d'Afrique et d'autres pays, mais vous avez des systèmes de paiement privés qui se développent, mais ils ne sont pas forcément compatibles entre eux. Donc, si vous voulez faire un paiement avec ce système-là, et puis que vous voulez payer ça à quelqu'un d'autre, mais qui n'utilise pas le même système de paiement, vous ne pourrez pas parce qu'ils ne sont pas compatibles. Donc, l'interopérabilité, c'est justement un système de paiement qui est compatible avec tous les autres. Et une monnaie digitale de banque centrale permettrait donc de remédier à ça.
Alors, il y a aussi après des motivations sur les instruments de la politique monétaire. Elle permettrait donc une gestion plus réactive de la politique monétaire, avec aussi éventuellement des nouveaux mécanismes, notamment tout ce qui est monnaie hélicoptère. C'est vrai qu'actuellement, on est un peu en panne d'inspiration pour relancer la machine économique, puisque les banques centrales ont déjà beaucoup injecté de monnaie dans le système. Et puis, certaines propositions de type monnaie hélicoptère proposent justement de distribuer une forme de ration monétaire, finalement, directement aux citoyens pour qu'eux dépensent de l'argent et relancent la machine, plutôt que ce soit l'argent versé aux banques, dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles en font. Voilà, on arrive au terme, donc je vais peut-être passer parce que c'est peut-être moins important. Au niveau de la technologie, je dirais simplement que la monnaie digitale de banque centrale ne nécessite pas une technologie de type blockchain. Les technologies existantes de type cryptographie ou informatique quantique sont plus adaptées aussi parce qu'on a un système centralisé, on a un organe de contrôle central, on a la banque centrale, donc on n'a pas besoin d'un système, d'une technologie décentralisée comme la blockchain, ça n'a pas de sens. Donc là, on utiliserait plutôt des bases de données, des technologies centralisées qui sont pour l'instant plus performantes et qui ont aussi un coût énergétique et écologique moins important que par exemple la blockchain du Bitcoin. Ensuite, on est au bout de la... Encore quelques minutes ou Voilà, d'accord. On va passer là. Oui, il y a beaucoup de critiques sur l'aspect de la stabilité financière par rapport à la monnaie digitale des banques centrales, dans le sens où certains experts craignent qu'en période de crise financière, le fait que la monnaie digitale des banques centrales existe, il y ait des effets de substitution, que les gens finalement se ruent sur la monnaie digitale des banques centrales comme une forme de réserve de valeur et que ça engendre une instabilité sur les marchés. En fait, ces critiques sont à relativiser parce qu'on pourrait par exemple limiter avoir des limites quantitatives sur les portefeuilles, donc on pourrait limiter ce portefeuille de monnaie digitale de banque centrale pour des petits montants, enfin pas trop importants en tout cas. Et puis ça aurait aussi des vertus dans le sens où ça agirait un peu comme une sorte d'épée de Damoclès envers les banques qui peut-être seraient plus prudentes, sachant que cette alternative existe, une alternative en termes de monnaie digitale de banque centrale, elle serait peut-être plus prudente aussi et ça les inciterait à avoir un système plus sûr. Donc cet argument n'est pas tellement valable en fait sur la monnaie digitale de banque centrale. Voilà, donc je vais conclure puisqu'on arrive au terme de ces interventions. Donc, en conclusion, je dirais que effectivement, la Libra a réveillé les banques centrales et relancé l'idée de la monnaie digitale des banques centrales. Pour l'instant, c'est encore une technologie qui est au stade de la recherche et de l'expérimentation, mais je pense que dans cette année ou dans les années qui viennent, on verra certains pays qui vont probablement l'adopter. Et donc, pour revenir un petit peu aux considérations du début, ça montre que la monnaie, elle est à la croisée des chemins, c'est-à-dire on est vraiment entre une forte initiative privée de la part de Facebook et puis en même temps une réaction de la part des autorités publiques qui montre bien la nature ambivalente de la monnaie. Et voilà, donc voilà, je vous remercie. D'abord, merci pour cette intervention qui nous a permis de comprendre que la monnaie, c'était très compliqué. Et c'était porté par des tas de trucs différents, d'institutions différentes. Par exemple, j'ai appris en vous écoutant que ma carte bancaire était privée. Mais elle tire quand même sur mon compte en banque. Et qui, lui, il est privé, bien sûr, mais il est quand même géré. Dans ma tête, il était géré quand même, sécurisé par la zone euro, l'euro, la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, des gens un peu importants. Et donc, de découvrir comme ça brutalement que tout ça, on est dans un monde où des choses que l'on croyait publiques, et donc gérées dans l'intérêt général, même si on n'est pas forcément d'accord, mais sont en fait des structures privées. Ça renvoie au fait que la monnaie n'est absolument pas ce que je croyais qu'elle était.
c'est-à-dire une sorte de dispositif de convention nationale et internationale sécurisante pour le citoyen. Donc c'est un petit peu décapant. Et on comprend aussi on voit aussi, d'ailleurs on en a parlé pendant cette session sur l'argent, qu'il se passe beaucoup de choses actuellement dans le monde des monnaies dématérialisées qui permettent d'acheter des choses matérielles. Parce qu'en fait, quand on utilise de l'argent, c'est pour acheter des choses, ou des services, ou des biens. Par exemple, les monnaies locales, il y en a une à Montpellier, la graine, il y en a un peu partout, ça se développe. Et il y en a là. Merci. Et c'est une convention. C'est une convention collective entre des commerçants, vous, le client, et puis un groupe de gens qui ont organisé un système qui fait qu'au bout du compte, on pense que tout le monde va pouvoir s'en sortir. Mais là, on a une échelle qui est physiquement compréhensible pour chacun de nous. On a confiance ou on n'a pas confiance, mais on sait, quand on va perdre, on ne perdra pas forcément beaucoup, parce que c'est quand même à un petit niveau. Et quand on va gagner, c'est qu'on va gagner un usage et l'impression d'être utile au bien commun de l'espace dans lequel on vit. Et là, le Bitcoin, pas le Bitcoin, la Libra, elle donne quand même le sentiment d'être une appropriation par des puissances économiques colossales qui maîtrisent des secrets, les secrets sur nos données personnelles, sur ce qu'on fait de notre argent, sur comment on l'utilise, dans un système qui est marchand et international, sur lequel on n'aura plus prise. Est-ce que c'est ça? En fait, ma question, c'est ça. Est-ce que ces crypto-monnaies, et notamment la Libra, montée par quelque chose qui est une entité et apparemment accompagnée par d'autres entités, c'est la prise en main par des commerçants qui gèrent des informations nous concernant dans une économie mondialisée qui, pour l'instant, n'existe pas. Elle est mondiale, mais elle est connue, elle est attaquable. Les gens au pouvoir sur ce monde, dans les grandes zones comme le dollar, l'euro, le rouble, le yen ou le yuan, je ne connais pas la monnaie indienne, mais et puis il y a pas mal de monnaies africaines, est-ce qu'on est dans un système qui est en train de vouloir privatiser la totalité du monde? Hors histoire. Oui, je crois qu'on est là-dedans, c'est-à-dire que la Libra est très en phase avec le développement du capitalisme actuel qui se base notamment sur la force des réseaux et des données. Donc je vois, moi, cette initiative de la Libra comme étant, comme vous le dites, tout à fait en phase avec le développement actuel du capitalisme et qui est une tentative de s'accaparer finalement la monnaie qui jusqu'à alors était plutôt gérée de manière par les autorités publiques. Donc c'est une tentative de privatisation de la monnaie au niveau global. Ça c'est clair. C'est la disparition des politiques. Alors oui, ça pourrait l'être. Disons, un autre scénario plus nuancé, ce serait que la Libra se développe en parallèle du système actuel. C'est-à-dire que je pense qu'on peut imaginer que si la Libra se développait, ça ne veut pas forcément dire que les monnaies officielles disparaissent. Donc les monnaies officielles, y compris les monnaies locales complémentaires, pourraient continuer d'exister. Mais ce serait le risque, je le vois plutôt, une forme de scission du système monétaire. On aurait un système monétaire qui serait, avec la Libra, on aurait un système monétaire déterritorialisé, donc globalisé et privé, et qui se développerait en parallèle et qui pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes sur les points que j'ai évoqués. Donc, mais je ne pense pas que c'est exclusif, c'est-à-dire que je pense plutôt que ça va se développer en parallèle. Ça ne va pas être la mort des monnaies régionales ou nationales ou de l'euro, mais ça pose quand même beaucoup de problèmes. Donc je vais commencer la première question. C'est vrai que ces problèmes monétaires sont des problèmes qui sont en cours. Ça me fait beaucoup plaisir de voir, et à la salle également, je suppose, de voir un chercheur qui est en prise sur des phénomènes qui n'ont pas encore eu lieu, qui commencent à émerger. Et donc c'est vraiment le fond de la recherche. Là, on est allé sur ces séances de vision sur le passé à des problèmes sur le futur. Moi, une petite question que je n'ai pas bien compris sur les effets liés à l'écologie. On dit souvent, on a eu une collègue de Montpellier qui a fait un travail sur le manque de compatibilité entre l'écologie et le numérique. Est-ce qu'au niveau des
des monnaies nouvelles digitales, ce problème écologique, de l'empreinte écologique est posé, et de quelle façon? Oui, alors ça c'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ces monnaies digitales, elles sont comme ça déconnectées du monde physique. En réalité, elles ont un impact écologique absolument désastreux. Enfin, notamment le Bitcoin, par exemple. La dernière fois que j'avais contrôlé, parce qu'on peut regarder ça, on trouve l'information, il y a un site qui mesure la consommation électrique du Bitcoin, enfin de la blockchain du Bitcoin plus précisément, qui est la technologie sous-jacente au Bitcoin. C'était l'équivalent d'un pays comme le Chili, par exemple. Alors maintenant, c'est probablement encore plus, puisque le nombre de transactions a tendance à augmenter. Mais pour vous dire que c'est une technologie dont on a l'impression qu'elle est dématérialisée, en réalité, c'est une consommation électrique absolument faramineuse. Et quand vous regardez ce qu'on appelle les fermes de minage, puisqu'il y a des gens qui ont fait maintenant qui font de la spéculation sur le Bitcoin et qui ont construit des bâtiments entiers remplis de processeurs pour miner, ce qu'ils appellent miner le Bitcoin. Et ils font du business comme ça. Donc c'est des bâtiments énormes remplis de processeurs qui consomment énormément d'énergie, qui dégagent beaucoup de chaleur. Sur le plan écologique, c'est pas du tout, c'est un désastre. Et puis la Libra, eux, alors ils ont, mais c'est ce qu'ils disent dans leur livre blanc, un système qui est soi-disant, qui est pas vraiment une blockchain, c'est un système qui est encore à développer, mais qui aurait un impact écologique moins important, qui serait plus efficient, mais je ne connais pas les détails. Et dans les monnaies banques centrales, pourquoi c'est beaucoup moins, l'empreinte écologique est beaucoup plus faible? Alors, dans les monnaies banques centrales, on utilise, comme il y a un tiers de confiance, donc un organe central de contrôle, en l'occurrence la banque centrale, on peut utiliser une technologie qui n'est pas décentralisée, mais une technologie plus traditionnelle qui combine la cryptographie et l'informatique quantique. On a maintenant des progrès en informatique quantique qui permettraient d'avoir un système plus traditionnel mais extrêmement performant, beaucoup plus performant que la blockchain du Bitcoin qui est pas très performante en fait. Mais par contre, c'est vrai que le système de la Libra prétend, je crois, traiter 1000 transactions par seconde, mais ce serait un système performant. Bonsoir, alors plusieurs questions nous venant d'Internet. Dans un futur proche, pourrons-nous faire face à une société dans laquelle toute la monnaie est digitale ? Est-ce que la Libra pourra être globale et inclure des zones du monde comme l'Afrique? Et en quoi la concurrence d'une monnaie comme le Bitcoin remet-il en question le contrat social qu'est la monnaie? Alors, donc, comment faire face à un monde où les monnaies sont toutes digitales? Effectivement, on s'achemine vers un monde de plus en plus digitalisé, une société sans cash, comme je le disais, même s'il y a des grandes variations entre les pays. Alors, il y a des possibilités, notamment en développant des monnaies digitales de banque centrale, de maintenir les avantages du cash physique, mais sous une forme digitale. Mais évidemment, ça pose aussi des problèmes pour certaines personnes, par exemple, qui auraient de la peine à utiliser la technologie. Peut-être des personnes plus âgées qui ne sont pas habituées. Par exemple, ils auront peut-être des problèmes à faire des paiements avec des systèmes comme ça. On peut imaginer aussi d'autres personnes qui ont des problèmes, par exemple, de calculexie, je crois que ça s'appelle. Il y a des personnes qui ont des problèmes pour manier les chiffres sur les écrans. Eux pourraient être pénalisés par des systèmes qui seraient complètement digitaux. Donc si on élimine le cash du jour au lendemain, certaines catégories de la population pourraient avoir des problèmes. Mais les banques centrales, de manière générale, leur position, c'est qu'elles vont continuer à produire du cash physique tant qu'il y a de la demande. Alors après, on va voir si avec les nouvelles générations, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de demande pour du cash physique, mais normalement, voilà, elles devraient continuer, enfin ça dépend des pays, mais continuer à en produire. Mais on voit qu'en Suède, par exemple, comme je le disais, c'est un pays qui est pratiquement sans cash. J'avais vu qu'il y avait des personnes âgées qui s'étaient regroupées en association pour s'opposer à cette situation parce qu'ils avaient des problèmes à utiliser la technologie. Et puis, dans certains lieux en Suède, on a le droit d'interdire le cash. Donc, on peut même plus payer avec le cash, c'est interdit. Donc, effectivement, ça pose certains problèmes. Et sur l'autre question, sur l'Afrique ? Pardon, il y avait la question sur l'Afrique. Donc, effectivement, sur l'Afrique, comme je disais, c'est des monnaies qui nécessitent... par exemple, un smartphone. Pour la Libra, ça nécessitera un smartphone. Donc, il y a le problème du coût. Pour des populations pauvres, ça sera trop cher. Il y a le problème de... Est-ce que ça a du sens pour des gens qui font des achats sur des marchés locaux donc des produits qui seraient libellés en monnaie locale? Est-ce que ça a du sens de les acheter avec une devise en Libra? Parce que c'est une autre unité monétaire, avec tous les risques que ça comporte. Donc, ça n'a pas vraiment de sens.
Donc je vois cette inclusion financière plutôt comme une rhétorique de marketing de la part de Libra. Oui, moi c'était juste une question, savoir pourquoi la MDBC n'est pas encore mise en place, quoi. Est-ce qu'il y a, c'est juste un problème de technologie, de compétences, de possibilités de... Oui, alors ça c'est une question que je me pose aussi. De création. Parce que c'est vrai que je pense que ce serait en fait, je pense qu'il y a plusieurs explications. Je pense que les banques centrales, elles ont un état d'esprit très conservateur, très prudent. Donc elles observent et elles n'osent pas se lancer dans l'innovation. Généralement, quand je lis les rapports des banques centrales, elles sont beaucoup dans l'observation et puis elles ne veulent pas prendre des risques ou voilà, elles ne veulent pas innover. Elles pensent que c'est le marché et le privé qui doit innover et puis eux, ils doivent finalement surveiller de haut. Mais je pense que la Libra, ça a été un peu un détonateur. Elles se rendent compte que leurs prérogatives sont remises en question potentiellement. Et là, je pense que ça agit comme un accélérateur. Il y a un pays, sauf erreur, c'est l'Équateur, mais non, c'est l'Uruguay, je crois, où ils ont testé la MDBC pendant un certain temps. Et ça a bien marché, mais après, il y a eu un... Enfin, non, ça n'a pas très bien marché, mais pour différentes raisons. Mais... Enfin, au niveau technique, ça a bien marché, mais par contre, c'est au niveau de l'économie, parce que c'est une économie qui est dollarisée, donc c'est compliqué. Mais voilà. Mais autrement, je sais que la Suède, par exemple, c'est le pays européen qui est le plus en avance. Et eux, je pense que ce sera en Europe les premiers qui vont franchir le pas. La Suède n'est pas dans la zone euro. Mais la MDBC peut fonctionner avec des pays qui ne sont pas dans la zone euro. Mais disons que la Banque centrale suédoise est peut-être plus indépendante pour créer une monnaie digitalisée. Fait, oui. C'est peut-être pour ça aussi. Tout à fait. Mais c'est cohérent avec le fait qu'en Suède, il y a déjà pratiquement pas de cash. Donc, il y a déjà... oui, chaque banque centrale aura sa MDBC ou je n'ai pas très bien compris. Alors, au niveau de l'Europe, c'est relativement simple. On n'a qu'une banque centrale. Mais les autres pays... Ouais, théoriquement, il faudrait effectivement que chaque banque centrale ait sa MDBC. Exactement. Oui, mais ce ne sera pas universel, là, donc... Alors, non, alors, les avantages sont surtout pour les citoyens du pays même. Si le cash disparaissait, par exemple. Après, ouais, c'est plutôt au niveau donc, national que ça a des avantages qu'au niveau international, contrairement à la Libra. Oui, donc c'est pour rebondir à ce que vous disiez. Finalement, si j'ai entendu dire que la Chine faisait aussi sa crypto-monnaie nationale, si il y avait la MDBC européenne, finalement, il n'y a aucun changement dans le fonctionnement des transactions ou des monnaies internationales dans le monde du système bancaire tel qu'il existe. Rien. Aucun changement dans le sens où... Ce serait quand même un changement dans le sens où c'est une nouvelle forme monétaire qui émergerait, qui n'existe pas. Alors, en Chine, vous mentionnez la Chine, c'est vrai que c'est un cas intéressant parce qu'ils ont un projet de Remini, je crois que ça s'appelle Digital. Et puis là, effectivement, ça pose aussi question parce qu'ils ont une tradition, disons, politique un peu différente. Et puis là, ça pourrait être un levier pour un contrôle social à travers la monnaie. Donc là, effectivement, il y aurait d'autres problèmes. Oui, on peut dire, oui, ça serait pire que le Libra. Ce serait pire que le Libra. Oui, ouais, on resterait dans des monnaies finalement nationales, mais cryptographiées, quoi. Dernière question, est-ce que finalement le Bitcoin est-ce qu'il garderait pas finalement sa place de monnaie décentralisée qui aurait toujours son importance ou sa différence vis-à-vis du système qui resterait finalement identique? Ben c'est vrai que le Bitcoin, il se maintient quand même comme l'une des principales crypto-monnaies depuis plusieurs années, donc je pense qu'il est quand même là pour durer un certain temps, mais je pense que ça reste quand même un peu une monnaie digitale de niche qui, tant que son cours est aussi volatile, ne va jamais devenir un moyen de paiement généralisé. Ça va rester quelque chose pour des usages spécifiques. Par exemple, la spéculation. Oui. Oui, bonsoir. Je suis étonné que vous n'aviez rien dit de la position des États-Unis, vraie ou supposée. Vous n'avez pas touché un mot, pas plus que du dollar, qui est en fait la monnaie mondiale, jusqu'à maintenant. Parce que l'Europe n'a pas réussi à le détrôner, même un petit peu. C'est tombé comme une omelette, quoi, tout ça.
Et les États-Unis, c'est la force essentielle des États-Unis, c'est le dollar. C'est pas seulement leurs armées, c'est même surtout ça. Mais dans le alors ça m'étonnerait qu'ils tolèrent ce genre de système, quoi. Oui. Est-ce que dans le panier de sauf ça n'en paraît eux-mêmes, quoi. La part du dollar devait être importante, je suppose. Voilà, le dollar figure dans le panier de la Libra, mais ce que vous dites, disons, c'est vrai qu'il y a eu de fortes oppositions, notamment Donald Trump a fortement tweeté sur la Libra pour manifester son opposition au projet. Donc il y a une très forte opposition américaine à la Libra, pour l'instant en tout cas. Alors après, évidemment, Facebook, ils sont allés s'expliquer au Congrès, et puis je pense qu'il y a une discussion là qui est en train de se faire depuis plusieurs mois, et qui continue pour ils essaient d'adapter le projet Libra pour satisfaire les régulateurs, parce qu'ils ont bien dit qu'ils ne voulaient pas lancer leur projet tant que les régulateurs n'étaient pas d'accord, finalement, qu'ils n'aient pas rempli tous les critères demandés par les régulateurs. Donc ils sont en pleine discussion, en fait, avec les autorités américaines. Et pour la forme, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous entendez exactement par blockchain? Parce qu'on a entendu beaucoup parler, personne ne l'a défini, quoi. De façon assez simple, hein, s'il vous plaît. Voilà. Pas avec une quantité de formules un peu éthérées. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, la blockchain, pour l'expliquer, il faut imaginer comme un registre un registre qui répertorie toutes les transactions qui se font. Donc tous les paiements sont enregistrés sur une sorte de registre. Et puis ce registre, tout le monde peut le consulter et tout le monde en a une copie. Et en fait, une blockchain, grosso modo, c'est ça. Mais la vertu de la blockchain, c'est que ça permet justement de créer de la confiance à travers la technologie, parce qu'il n'y a plus d'organes central, de tiers de confiance central. C'est un peu comme avec Internet. C'est un peu comme un Internet de la valeur, dans le sens où avec Internet, on a pu, avec les emails, échanger des fichiers de pair à pair sans passer par un intermédiaire. Donc ça a permis ça. Avec la blockchain, c'est la même chose, mais avec de la valeur. On peut échanger directement de la valeur. C'est une technologie qui crée de la confiance. Donc l'idée, c'est effectivement un registre avec toutes les transactions inscrites dessus, et tout le monde peut vérifier en fait l'authenticité de ce registre. Voilà, c'est comme ça que ce qui explique son empreinte énergétique considérable. Voilà, tout à fait, ouais, parce que ça mobilise énormément de puissance de calcul et d'ordinateur. Donc ça consomme beaucoup d'énergie. La différence qu'il y a entre le cash et la monnaie virtuelle, là, c'est l'une qui consomme plus d'énergie que d'autres. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le fait qu'il manquerait ou qu'il y aurait moins d'énergie dans les années à venir, et donc du coup que deviendrait justement cette monnaie digitale? Et une deuxième question, Facebook, c'est une entreprise américaine qui est sous une loi américaine. Qu'en est-il justement de la protection des données vis-à-vis de ce qu'on a pu entendre par la suite? Merci. Donc sur le coût énergétique, donc comme je le disais, le cash physique a un coût écologique qui est lié à la production du papier de charbon. Et puis les monnaies digitales ont aussi un coût. Le blockchain, c'est un désastre écologique, ça consomme énormément d'électricité. Mais une monnaie digitale de banque centrale qui ne serait pas sur la blockchain, ce serait beaucoup plus efficient au niveau écologique. Donc en fait, le coût écologique dépend un peu soit des technologies, soit des formes monétaires. Mais c'est évidemment que la question se pose avec les défis auxquels on est confronté. C'est sûr que ça va peut-être accélérer la disparition du cash, et puis peut-être favoriser des technologies qui seraient moins lourdes au niveau de la consommation électrique. La deuxième question, pardon, c'était déjà... J'ai oublié, pardon. C'était le fait que Facebook était une entreprise américaine. Mais alors, effectivement, bon, pour l'instant, ils nous disent... Justement, Facebook a créé donc, des filiales, donc l'association Libra en Suisse, et puis la filiale Calibra pour la gestion de l'application. Et ils se réfugient derrière ça. Justement, c'est une stratégie pour essayer de rassurer les gens. C'est-à-dire que c'est pas Facebook, effectivement, qui
qui portent le projet, si on veut, c'est des filiales. C'est le seul moment où la salle a manqué d'interrompre l'orateur, c'est quand tu disais que l'association était à but non lucratif. Voilà, ouais. Effectivement. Il y a eu des remous, là. Effectivement. Donc, effectivement, c'est ça la stratégie, comme vous dites, c'est de créer des filiales dissociées de Facebook pour essayer un peu de rassurer, puisque vu la réputation de Facebook en matière de données, et puis aussi de s'entourer de partenaires, parce que Facebook n'est que l'un des 28 partenaires, enfin un peu moins maintenant, donc pour essayer de se fondre un peu dans la masse et rassurer pour montrer que voilà, c'est pas que Facebook qui porte le projet, mais c'est un ensemble à qui on peut faire confiance en fait. Et une question dans ce sens-là, le retrait des partenaires, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu peur des coups de bâton des banques centrales ou peur que le projet les entraîne dans quelque chose de difficile? Oui, alors ça, c'est dur à dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces retraits, ils sont survenus juste après cette levée de bouclier des régulateurs et des banques centrales. Donc, je pense qu'il y a eu une sorte de prise de conscience qu'il y avait de très fortes oppositions politiques, que ça devenait beaucoup plus compliqué que prévu, et voilà, certains ont décidé de se retirer. J'en sais pas beaucoup plus sur les motivations, mais je pense que ça a vraiment coïncidé avec la réaction des régulateurs et des autorités publiques. Donc ils ont dû réaliser que certains ont dû se dire bon ben on se retire, c'est trop trop dangereux. Ouais. Autre question d'Internet. Si la MDBC est créée, pensez-vous que les citoyens lambda pourront avoir un compte courant ouvert à la BCE en monnaie MDBC? Alors oui, donc en fait, si la MDBC est créée, j'ai pas eu le temps d'approfondir, mais il y a deux modalités. Ça peut se faire à travers un compte courant, si vous voulez. Ça peut se faire aussi sans compte. Ça, c'est l'approche par la valeur. Mais théoriquement, donc, la MDBC, elle est accessible à tous les citoyens, que ce soit avec un compte ou sans compte. Mais il y a différentes approches possibles. Mais c'est accessible à tout le monde. Peut-être les personnes de la salle ne le savent pas, mais on peut normalement avoir un compte à la Banque de France. C'est pas traditionnel, mais ou à la Banque Suisse, ça peut être pareil. La Banque centrale, un citoyen peut avoir un compte dans une banque centrale, mais c'est pas l'usage. On peut plus. Ah, je pensais, on me disait. Avant, oui. Et pourquoi vous la fermez? Vous étiez mauvais. Je blague. Donc j'étais d'une génération où on avait un compte à la Banque de France. Donc il y a deux parties dans l'auditoire, ceux qui avaient un compte à la Banque de France ou qui espèrent en avoir un, et ceux qui n'y ont jamais pensé. Voilà. Merci. J'ai appris quelque chose en plus aujourd'hui. Bonsoir. Moi, je m'interroge sur la volatilité, enfin la variabilité des cours pour le Bitcoin, l'Ethereum et toutes ces monnaies à base de blockchain. Je ne comprends pas pourquoi on se méfie tant de ça, puisque les échanges sont publics et à peu près anonymes, et que c'est dématérialisé. Donc, c'est la spéculation parce qu'il y a des actions... En fait, le problème de la volatilité, c'est que si vous achetez des bitcoins à un certain cours, comme le bitcoin, son cours est en fonction du marché, donc ça dépend de l'offre et de la demande, il se peut que dans 2 semaines, en fait, si vous voulez, par exemple, revendre vos bitcoins pour, je ne sais pas, récupérer vos devises, eh bien, en fait, ça vaudra la moitié. Donc, en fait, vous allez peut-être perdre 50% de ce que vous aviez acheté, ou bien vous allez faire 100% de profit. Mais il y a une incertitude sur ce que vous pourrez récupérer, parce que le cours du Bitcoin dépend du marché, il n'est pas fixé. Donc, ça dépend de l'offre et de la demande. Donc, c'est ça qui crée le problème, si vous voulez, l'incertitude. D'accord. Et les banques centrales, elles pourraient donc utiliser quelque chose qui ne serait pas de la blockchain. Voilà. Mais donc ça serait aussi, c'est pas une entreprise privée comme Facebook qui gérerait, mais on n'aurait pas regard sur les transactions. Ça serait pas donc. Alors, ce serait donc créé par la Banque centrale, et vous auriez, comme je disais, pour les petites transactions, ça serait anonyme. Si c'était des transactions, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être plus que 10 000 euros, là, peut-être qu'il y aurait
une traçabilité, mais il y aurait une traçabilité. Mais je veux dire, voilà, ça fonctionnerait effectivement comme ça. Mais la différence avec le Bitcoin, c'est que là, vous auriez la garantie que le cours est fixe, en fait. Oui, bonsoir. Je m'interroge sur le parallèle que l'on fait ou la différence que l'on fait entre ce qui existe aujourd'hui avec le système bancaire tel qu'on croit le connaître et puis la Libra. Outre le fait que ce soit Facebook, entreprise privée. Mais Madame tout à l'heure disait, je découvre que finalement un système bancaire que je pensais public est quasiment totalement privé. Donc nos données sont déjà privées, sont déjà connues par les banques qui doivent les utiliser pour leurs stats ou autres, au même titre que pourrait le faire Facebook. Ce sont également, tout pareillement que Facebook, des entreprises à but uniquement commercial, sauf peut-être à de très rares exceptions coopératives. Et puis, vous parliez de risques systémique de type non-convertibilité. Au début, on part à 100%, mais effectivement, si le projet prenait de l'ampleur, il réduirait certainement leur couverture. Aujourd'hui, à ce que je sache, il n'y a plus de convertibilité or et la monnaie n'est assise sur rien du tout. C'est du fantasme pur. On a bien vu que le système bancaire européen met des milliards et des milliards et des milliards tous les ans, ou tous les jours ou toutes les semaines sur le marché pour soutenir le système bancaire. Et il y a tout un tas de mécanismes de protection d'un système qui finalement a assez peur, me semble-t-il, tels que des décrets qui sont, enfin des lois qui sont sorties et qui permettent au gouvernement, semble-t-il, par simple décret de geler les fonds qui sont déposés sur les assurances-vie. C'est pourquoi, me semble-t-il, j'en comprends que c'est juste parce qu'il y a une crainte. Vous parliez d'un risque sur la Libra en termes de peur et de retrait massif du système. Là, l'État se protège finalement ces fonds-là en permettant par décret de geler tous les fonds. On voit, moi j'ai reçu des courriers de la banque, et je pense que c'est le cas de tout le monde, ça doit être une obligation légale, nous informons bien régulièrement que nos fonds jusqu'à hauteur de 100 000 euros sont protégés. Pour ceux qui ont plus de 100 000 euros sur les comptes, et je pense que des personnes d'un certain âge qui ont déjà capitalisé, c'est le cas pour beaucoup, l'argent peut disparaître du jour au lendemain, comme ça. Vous avez 500 000 euros sur un compte, notamment des assurances-vie, on les bloque, et du jour au lendemain, on peut dire, tenez, on vous en redonne 100 000. Et si j'ai bien compris le mécanisme, ce sera ma dernière parole, ça va même au-delà, puisque si vous détenez dans une banque un crédit immobilier d'un côté, 200 000 euros, et des fonds sur une assurance vie de l'autre côté, 200 000 euros, eh bien en cas de crise systémique, la banque va vous dire vos 200 000 euros deviennent 100 000 puisque c'est la protection européenne maximale, et par contre vous devez toujours votre crédit bancaire, fût-il dans la même banque, au motif que le portefeuille de crédit de la banque va être acheté par un autre organisme. Donc vous aviez de l'argent, on vous le prend, et vous deviez un crédit, mais pour autant, on vous a pris votre argent, mais le crédit reste valable et vous devez continuer à le rembourser. Est-ce que j'ai bien compris? Et dans ce cas, est-ce que finalement, c'est, à part le fait que ce soit un organisme totalement privé, type Facebook avec toutes les dérives qu'on peut connaître, est-ce que c'est si sécurisé que ça actuellement? Mais c'est faux ce que vous dites, monsieur. Oui. Je pose la question. C'est complètement fantaisiste ce que vous dites. À quel niveau, s'il vous plaît? Doucement. Bon, c'est un débat où, de manière très courtoise, on peut échanger. Nous avons justement, je pose la question à un expert, parce que ce sont des questions que je me pose. Je les ai posées à mon banquier qui ne m'a pas du tout infirmé la chose. Et là, on a un expert, c'est pour ça que je lui pose la question. Ou répondre tout de suite. Je dirais peut-être, parce que j'ai bien entendu vos explications, mais je n'ai pas saisi la question précise. Mais ce que je dirais peut-être, c'est que ce qui est vrai, c'est une distinction importante à faire entre la monnaie bancaire privée, donc, dont on parlait, et puis la monnaie de type Libra. C'est que la monnaie bancaire, elle est certes privée, mais il y a une régulation publique derrière. Donc, comme vous évoquiez, par exemple, la garantie des dépôts, vous avez 100 000 euros sur votre compte. En cas de crise financière, ces 100 000 euros sont garantis. Si vous avez plus, vous perdrez peut-être l'excédent si la banque fait faillite. Mais l'État garantit. Donc, on voit que
certes c'est privé, mais il y a une régulation publique derrière qui crée quand même une certaine sécurité pour les utilisateurs et une certaine confiance aussi. Dans le cas des monnaies digitales, il y a rien du tout. Donc vous perdez, il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu sur des crypto-monnaies. Et puis pour la Libra, pour l'instant, il n'y a aucune régulation, donc il n'y a aucune garantie. Donc ça, c'est vrai que c'est une nuance à apporter à l'aspect privé de la monnaie bancaire, c'est qu'elle est quand même régulée publiquement. Il y a quand même des garanties. Mais n'empêche... Voilà, il y a quand même des gens qui, effectivement, ouais. Le risque existe quand même. On va vous donner le micro, voilà, pour que vous puissiez répondre. Je n'ai pas demandé la parole. Simplement, je m'insurgeais contre les propos qui y étaient émis et qui ne recouvrent aucune vérité. Et je m'attendais à ce qu'effectivement vous rétablissiez la réalité et la vérité des choses. On a un système bancaire français et européens qui sont absolument fiables, et à part de spéculer en toute connaissance de cause, et encore, s'il est avéré que le banquier a failli à son devoir de conseil, il peut être tenu à vous dédommager de vos pertes dans les spéculations aventureuses. Donc il faut, désolé monsieur, mais je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, mais je ne peux pas laisser dire des choses pareilles. Ok, très bien. Bonsoir. Alors ma question c'est, je pense que les gens sont très attachés psychologiquement et culturellement au cash, et je ne pense pas qu'ils soient prêts à franchir le pas de la monnaie virtuelle. Surtout dans un contexte de crise financière, de garantie de l'épargne. Et je suis également étonné que ce soit une multinationale décriée comme Facebook, qui suscite beaucoup de défiance, qui se permet de lancer la Libra alors qu'elle est largement démonétisée en Europe. Et ma question, c'est est-ce que la Libra n'agit pas un peu comme un épouvantail pour faciliter en fait le passage à de la MDBC qui est offerte par les banques centrales européennes? Alors, effectivement, alors ce serait pas le but initial, mais c'est possible que le résultat final ce soit ça. C'est-à-dire que finalement que ce soit une sorte de catalyseur ou d'accélérateur pour la MDBC, mais effectivement ce n'était pas l'objectif initial. C'était pas voulu au départ. Mais voilà, donc c'est possible que ça se passe comme ça. Je n'en sais rien, mais c'est vrai que on peut imaginer de toute façon que si Libra capote, il y aurait peut-être d'autres entrants à l'avenir, peut-être Amazon ou d'autres GAFAM qui pourraient lancer ce type de projet et qui auraient des chances d'y parvenir. Je posais une question, alors j'ai le micro. Oui. J'ai pas trop compris la monnaie digitale finalement, quelle était la grosse différence avec là actuellement on paye une carte contact, sans contact, ça sera sur le téléphone, ça sera quoi le support? C'est la première question. Puis la deuxième, c'était aussi pour cette Libra, là j'ai pas trop vu non plus le côté révolutionnaire. Parce que finalement, c'est très conservateur encore. Bon, il y a tout le baratin, mais c'est adossé à un peu, c'est le système avant Bretton Woods, en fait. Donc, je vois pas... Bon, la rupture avec la Libra, c'est que c'est précisément un acteur privé, une multinationale qui prétend créer une monnaie globale. Donc ça, enfin, moi, voilà, j'ai encore jamais entendu parler de ça avant. Donc ça, c'est la nouveauté. Et puis, concernant la MDBC, donc, effectivement, ça sera très proche de... Enfin, ce serait une technologie qu'on utiliserait sur son smartphone également, qui ressemble beaucoup au mode de paiement électronique privé qu'on utilise déjà. La différence, c'est qu'il y aurait une sécurité et puis une garantie plus forte parce que derrière, c'est la banque centrale. Et puis que... voilà, on aurait de manière générale des garanties que nos données ne soient pas utilisées à des fins commerciales, qu'elles ne soient pas utilisées de manière abusive. Et puis, ce serait probablement un mode de paiement moins cher que ce que vous payez peut-être avec vos cartes par exemple, de débit ou de crédit, ou bien avec des systèmes privés ou avec votre compte bancaire à la banque. Donc, il y a la question du coût aussi pour les consommateurs, mais ça varie de cas en cas, on ne sait pas exactement à l'avance.
je vais vous raconter une anecdote. Le vendredi dernier, il m'est arrivé quelque chose d'étrange et un peu brutal. J'ai été rayée par Facebook. Mon compte Facebook a disparu. Ils étaient renseignés. Et je n'ai jamais proféré d'injures, je n'ai jamais développé de théories racistes ou terroristes. J'ai même été, il y a 3 ans, attaquée violemment sur une de mes pages Facebook sur la condition de la femme par le groupe Daesh. J'ai même fait des photos d'écran pour le dire, donc c'était assez stimulant quand même comme moment. Quand vous êtes attaqué par Daesh, ça fait dur quand même. Hein. Bon, vous êtes beau être dans votre fauteuil à Montpellier, c'est quand même rugueux. Mais Facebook vient de me supprimer. J'ai envoyé un petit message gentil par leur serveur pour leur dire « Vous m'avez supprimé, soyez gentils. » Et la réponse est arrivée ce matin. « Hi », H-I, virgule. Ensuite, c'est en anglais. Et grosso modo, c'est « circuler, il n'y a rien à voir ». Si on veut se supprimer, c'est qu'on avait des raisons de vous supprimer. Et donc, vous êtes supprimé. Et puis, c'est la dernière fois que vous pouvez nous poser une question. C'est aussi sec que ça, et ça prend 5 lignes. Je me demande si je ne vais pas attaquer Facebook. Mais ça, c'est l'étape d'après. Je me demande, j'en ai encore pour 2-3 jours, ça fait 5 jours que je suis rayée, donc je peux encore réfléchir un peu. Mais c'est quand même des choses inimaginables. 0 recours. Puisque le recours auquel on vous dit que vous pouvez avoir recourir, en fait, on vous répond que non. Vous n'avez qu'à lire la charte de déontologie et circuler, il n'y a rien à voir. Donc moi, il n'y a pas une banque en France ou en Europe qui se permettrait de répondre comme ça. Vous êtes en déficit, vous êtes en débit, vous n'avez pas de rentrée, vous n'avez plus le droit de faire des chèques, et puis vous n'avez plus de carte bancaire, mais grosso modo, passez-nous voir. Donc là, c'est d'une sécheresse invraisemblable puisqu'on n'a pas d'interlocuteur en face. On est face à une machine. Hi. Donc, quel type de sécurité ces gens qui se permettent de faire des choses comme ça sont-ils capables d'offrir au commun des mortels qui... dans le grand système mondial qu'ils veulent construire, qui sera entièrement privé, auquel vont adhérer ou ne pas adhérer également des compagnies privées, qui sont aussi des multinationales. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire un dispositif qui va, tout en faisant croire qu'ils aideront les pauvres, qu'en fait, qu'ils sont philanthropes, et qu'en fait, ils ne vont pas rayer des gens de la carte au fil de l'eau si ces gens ne leur plaisent pas. J'ai jamais dit de mal de Facebook, mais à un moment donné, je ne l'aurais pas plu. Donc, pour moi, c'est une question de fond quand même, parce que j'aurais jamais imaginé qu'on puisse me rayer de la carte comme ça. Je suis pas raciste, je suis... bon, voilà, donc... sauf pourquoi. Comme c'est un stick sur l'argent, la séance est gratuite, mais en sortant, il y aura un tronc pour qu'on puisse faire... Le remettre dans Facebook. Du fundraising pour attaquer Facebook. Ah oui, un fundraising pour attaquer Facebook. Enfin, j'y pense. J'oublierai pas, je crois. Enfin, voilà. C'est vous dire merci d'être là, vous dire merci aux conférenciers d'avoir fait le déplacement depuis Genève. Et il est jeune et c'est quand même sympathique. Et sur la brèche de La Rochelle.